Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Association de kinésithérapie pédiatrique en Bourgogne-Franche-Comté. La conférence qui va suivre a été enregistrée ce jeudi 15 septembre 2022, presque un an après la sortie du livre blanc de la paralysie cérébrale. Gaël Evano, kinésithérapeute à Caen, nous y présente les grands principes des thérapies intensives en rééducation dans la prise en charge des jeunes patients diagnostiqués de paralysie cérébrale. Il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'intervenais au CHU de Caen sur ce sujet-là. Et on était avant recommandation, on était avant que ce soit mis un petit peu plus au cœur de l'actualité rééducative. Et donc, on passait un petit peu pour des utopistes à ce moment-là. Euh, Ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais d'actualité. Il y a un manifeste, effectivement, dont je vous parlerai à la fin, là, qui a été mis en place pour essayer de valoriser cet accompagnement, valoriser ces nouvelles pratiques rééducatives. Et donc, on sent que voilà, les choses sont en train de changer, sont en train de bouger. Et au travers, finalement, cette thématique, on verra que ça vient foncièrement questionner nos pratiques. Moi, ça m'a en tout cas beaucoup questionné et c'est une vraie démarche, en tout cas d'humilité que je vais vous partager parce que je ne suis pas forcément fier de ce que je faisais dans mes débuts. Je ne sais pas si je le suis aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce cheminement que je vais essayer de vous partager et à la lumière voilà, des recommandations de bonnes pratiques et puis des petites actualités rééducatives. Alors, pour commencer, je remercie toute l'équipe de la KPBFC pour cette invitation à ce temps d'échange. Malgré le distanciel, j'essaierai autant que possible du coup de rendre cette présentation dynamique. Et si vous avez des questions, alors peut-être de vive voix à la fin de cette petite intervention, je suis entièrement disponible pour vous répondre. Et puis j'ai un petit œil aussi sur le chat, donc si des questions jalonnent un peu cette présentation, n'hésitez pas. Cette présentation, c'est l'occasion de croiser nos regards. Je suis très honoré que vous soyez si nombreux et pour moi, ce qui est le plus important, c'est de confronter nos points de vue sur cette thématique. Encore une fois, que je vous partage avec beaucoup d'humilité, je disais à Colin que il me demandait si ça me dérangeait que ce soit enregistré aucunement. Je dis juste que peut-être que dans 10 ans, on se dira que ce n'est plus d'actualité. En tout cas, voilà, c'est un modeste partage à un instant T, éclairé par les lectures du moment et puis par une pratique qui est la mienne aujourd'hui. Voilà, je ne doute pas que vous ayez aussi plein d'idées et beaucoup de créativité dans vos quotidiens. Et donc, j'espère que voilà, ça ne fera qu'alimenter de nouvelles idées. Pour commencer, en petit propos introductif, il me semblait important de dire que dans les lectures, dans les petites choses du moment, la précocité d'intervention en rééducation, elle nécessite une détection rapide des premiers troubles à une période de la vie de l'enfant où il bénéficie d'une grande plasticité cérébrale. Et la littérature, elle nous précise aujourd'hui, de manière claire et précise, que l'intervention précoce permet d'améliorer la trajectoire du développement de l'enfant et de limiter l'expression de son surhandicap qui pourrait être, lui, lié à l'absence de soins adaptés. Et donc, on peut se poser la question de, finalement, qu'entend-on par soins adaptés? Aujourd'hui, si on parle de rééducation et de paralysie cérébrale, eh bien, où se situe le curseur? Différentes approches innovantes récentes viennent mettre finalement en lumière de nouveaux essentiels rééducatifs dans la prise en charge de la lésion cérébrale et qui reposent pour beaucoup sur les principes de l'apprentissage moteur et de la neuroplasticité. Et là, ça ouvre un vaste champ passionnant, puisque voilà, ça vient vraiment re-questionner nos pratiques. En tout cas, moi, peut-être la manière dont je les ai au départ apprises, j'ai eu la chance de faire un DU, le DU de l'Institut de motricité cérébrale. J'ai été finalement formé à l'école de Le Métayer et aujourd'hui voilà j'ai travaillé en centre de rééducation, j'ai pu essayer, expérimenter, douter et je trouve que cette nouvelle tendance, qu'elle soit autour des thérapies intensives mais aussi dans tout ce partage de la littérature, nous donne un peu plus de billes et d'idées pour voilà, ancrer nos pratiques peut-être dans une pratique un peu plus avertie peut-être. Voilà. Euh, et peut-être que c'est aussi une manière pour nous d'offrir de nouvelles perspectives à nos patients. Et donc, je vais essayer d'en faire voilà, la modeste démonstration avec les dernières données de la science et puis les recommandations dont Colin a commencé à vous parler. Alors, si, hop, et ben, succinctement, Colin avait dit l'essentiel. Je travaille dans un cabinet de rééducation sur Caen qui s'appelle le cabinet Funambule. On a la chance aujourd'hui d'être 5 kinés, 2 orthophonistes. Et du coup, on n'accompagne que des petits loulous de 0 à 18 ans, toutes pathologies confondues.
On a pas mal de neuropédiatrie. Et donc, voilà, ça fait un petit moment qu'on se questionne sur ce que l'on peut proposer au sein de ce cabinet. Et on nourrit, entre autres, beaucoup d'idées pour la suite avec cette association dont je suis le président. Et je suis très fier de ce qu'on est en train de construire comme petit collectif pédiatrique. L'association s'appelle Réseau Minot. Et elle a maintenant un peu plus d'un an et demi. Et l'idée, c'est de porter, là pour, en tout cas l'année qui vient, 2023, un nouveau lieu qui soit à la fois de soins, d'accompagnement, d'accueil. Donc voilà, vous en entendrez peut-être un petit peu parler. On sera très heureux, en tout cas, de relayer ce que l'on imagine y faire. Et puis voilà, je suis investi dans différentes instances, que ce soit le réseau de Périnate, le petit groupe Far West, qui est un petit groupe d'analyse de pratique. Je me suis mis un petit peu en retrait du groupe Pédia de la SFP et puis de l'AKPTN. Mais voilà, j'essaye autant que possible encore de pouvoir y participer quand j'arrive à jongler avec tous les petits impératifs familiaux. Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de commencer par dire un petit mot de l'EBP. L'EBP, aujourd'hui, on nous le présente un petit peu, on nous le décline sous tout format. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu un essentiel, en tout cas pour la jeune génération de kinés qui vient se former. Ce que je trouve intéressant dans cette démarche, et c'est ce qui a jalonné finalement la construction de ce temps de présentation, c'est que j'ai peut-être pas eu la chance, moi, sur les bancs de l'école de Nantes, qu'on nous confronte à cette triple approche pour alimenter nos problématiques. Euh, L'approche EBP, je me dis en tout cas dans ce qu'elle nous traduit aujourd'hui, ça me semble être la clé d'une pratique accomplie, éprouvée, attentive, bienveillante, qui laisse à la fois la place à l'expérience du praticien, aux évidences scientifiques, mais aussi et surtout aux attentes de nos patients. Et le tout, c'est entouré de valeurs qui pondèrent largement un discours pour essayer de s'ancrer dans une réalité pratique. Et donc, derrière le BP, il y a avant tout effectivement des échanges, de la créativité, de l'inventivité, des essais, beaucoup d'erreurs, de l'empathie et de l'humilité. Et je remercie mes collègues du cabinet parce que c'est ce que l'on a à cœur, en tout cas, de défendre ensemble au quotidien. Pas toujours évident. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à construire mon modèle de pratique d'aujourd'hui. Alors, le propos de ce soir, c'est de s'intéresser aux enjeux des nouvelles approches rééducatives, dont la méthode Habitil fait partie. Je vous en dirai quelques mots. On aura un focus sur cette méthode parce qu'elle est vraiment aujourd'hui au cœur de l'actualité. Et du coup, le tout sous le regard attentif de l'EBP. Ce qu'on peut commencer par se dire, c'est que les thérapies intensives, et particulièrement Habitil, c'est une occasion unique de voir se confronter justement l'expérience du praticien, les données de la littérature et le retour des patients. Peut-être pour construire une part de la kiné de demain. Parce que ce que je vais essayer de vous partager, c'est finalement un nouvel éclairage sur notre activité, en espérant que ces clés rééducatives, elles s'alimentent aussi du regard des neurosciences. Et donc, avant de vous présenter cette méthode, et en tout cas les thérapies intensives au sens large, aussi passionnantes soient-elles, qu'elles sont d'ailleurs innovantes, je vais essayer de commencer par vous partager de quoi ces thérapies, elles se nourrissent et elles s'inspirent, à la fois dans l'évaluation, dans la sémantique, pour arriver assez vite à des clés rééducatives que j'espère on pourra mobiliser au mieux. Alors, pour commencer, un tout petit retour sémantique. Ce soir, on va parler de paralysie cérébrale. Et le point de départ de tout ça, c'est la mise en évidence d'un trouble moteur qui peut conduire rapidement à la mise en évidence d'une pathologie neurologique acquise, non évolutive, dont fait partie la paralysie cérébrale. Au vu des chiffres, ce n'est pas une pathologie à sous-estimer. Je trouve que c'est toujours important de les relire et peut-être parfois de les réentendre, parce qu'encore mal connue du grand public, la paralysie cérébrale, elle n'est pas rare. Elle représente 2 à 3 naissances pour 1000 enfants en Europe. Et en France, c'est 4 nouveaux enfants par jour qui naissent avec une paralysie cérébrale. C'est 125 000 personnes diagnostiquées en France et c'est la première cause de handicap moteur durant l'enfance. Alors finalement, de quoi parle-t-on quand on évoque la paralysie cérébrale? La définition de référence, c'est celle de Rosenbaum de 2017, qui nous dit que c'est un ensemble de troubles permanents du mouvement et de la posture qui entraînent une limitation d'activité, on y reviendra,
due à une atteinte non progressive sur un cerveau immature qui est donc en développement avec de nombreux troubles associés possibles, sensitifs, sensoriels, perceptifs, cognitifs, communicationnels aussi, visuels, comportementaux. Bref, il y a une longue liste finalement de ce qui vient un petit peu contraindre et créer finalement ce surhandicap des enfants que l'on peut accompagner. Dans ce petit point sémantique, on retrouve très souvent et encore la notion d'infirmité cérébrale, de polyhandicap, et avec la paralysie cérébrale, ces notions, elles s'entremêlent. Aujourd'hui, c'est important de dire que cette terminologie, elle est dépassée et qu'en fait, la notion d'infirmité motrice cérébrale, elle ne donne plus du tout de clé d'entrée dans la littérature. C'était un terme très francophone et qui a été laissé de côté pour une bonne raison, finalement. C'est qu'il y a une volonté d'harmoniser les terminologies à l'international pour la recherche clinique et surtout de laisser de côté une problématique éthique. C'est qu'en fait, était rattaché à la notion d'infirmité motrice cérébrale, d'infirmité motrice d'origine cérébrale et de polyhandicap, une notion de quotient intellectuel. Et donc, l'IMC avait un quotient intellectuel supérieur à 80, l'infirme moteur d'origine cérébrale entre 30 et 80, et la personne polyhandicapée avait un QI, un quotient intellectuel évalué à moins de 30. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte, et il y a maintenant, c'est un combat d'une dizaine d'années, que finalement, l'évaluation des capacités cognitives, elle était limitée par le cadre de l'évaluation qu'on proposait, par les outils que l'on proposait. Et donc, on s'est dit, voilà, éthiquement parlant, on ne peut plus stigmatiser ces enfants, et c'est d'ailleurs, après, ces jeunes adultes et ces adultes. Et donc, voilà, pour harmoniser la terminologie et être autrement plus bienveillant dans notre approche, voilà, le terme paralysie cérébrale ou cérébral palsy, pour le terme anglophone, a été conservé. Ça, je ne pense rien vous apprendre. On retrouve 3 formes cliniques dans la paralysie cérébrale, majoritairement la forme spastique, avec des muscles raides, contractés, et donc cette atteinte du système moteur. Une forme dyskinétique pour 6%. Là, on retrouve des mouvements involontaires, avec cette caractéristique spécifique de l'atteinte des ganglions de la base. Et puis, pour 6%, cette forme ataxique, avec des mouvements instables et cette atteinte si particulière du cervelet qui affecte à la fois l'équilibre et puis tout l'aspect spatio-temporel. On retrouve aussi des formes mixtes. Et ça nous donne finalement, ces 3 formes, 4 types d'atteintes. Des atteintes des 4 membres, on parle de quadriplégie. On retrouve pour certains une forme du coup des membres inférieurs que l'on appelle la diplégie. Et puis, on peut retrouver cette forme unilatérale que l'on appelle l'hémiplégie. La paralysie cérébrale, elle entraîne du coup le plus souvent des séquelles durables, et notamment, Rosenbaum nous le disait tout à l'heure, des troubles de la posture, de la fonction motrice, du tonus musculaire. Et ça conduit dans plus d'un tiers des cas à l'impossibilité de la déambulation autonome. Alors, n'oublions pas que ces troubles associés, mais ils sont aussi, même s'ils sont peut-être moins importants, ils sont très présents. Et on retrouve l'épilepsie, on retrouve les troubles de la parole, du regard, du repérage dans l'espace, un type de dyspraxie par exemple, et aussi des troubles du développement cognitif. Et donc, c'est une pathologie finalement qui est multisectorielle et quand on l'aborde, pour l'accompagner depuis maintenant de nombreuses années, pas un enfant se ressemble et on est toujours à essayer de comprendre cette clinique si particulière où les troubles s'entrecroisent et s'entremêlent et où ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses, de quel trouble prend l'ascendant et finalement créer les problématiques principales dans le quotidien de la personne. Alors, un tout petit mot sur les conséquences primaires et secondaires, juste pour revenir un tout petit peu sur la physiopathologie. Les conséquences primaires, elles sont liées aux lésions neurologiques. On parle de déficits de structure, qui, eux, génèrent des déficits de fonction, et on retrouve la présence d'anomalies du tonus, que ce soit l'hyper- ou l'hypotonie. On retrouve les contractions pathologiques, la spasticité, l'écocontraction, et surtout le déficit du contrôle moteur. Ces conséquences primaires, elles vont assez vite
modifier les contraintes qui sont appliquées à l'architecture osseuse de l'enfant. L'enfant, il naît avec un squelette normal, et cette modification des balances musculaires, certains muscles tirent trop, d'autres, du coup, ne se contractent pas assez, et bien, ça va créer des déformations osseuses et des vices architecturaux qui vont, eux, constituer les conséquences secondaires de cette atteinte neurologique initiale. Et finalement, ces contraintes appliquées à l'os de manière asymétrique, eh bien, elles deviennent pathologiques, et ces conséquences secondaires, elles vont créer des troubles orthopédiques, des modifications de l'architecture osseuse, et ça, c'est générateur d'inconfort et de douleur. Certains muscles, et entre autres, là, on les voit en bas, au niveau des membres supérieurs, au niveau du bassin, au niveau des membres inférieurs, sont dans un état de contraction permanent. D'autres muscles sont peu sollicités du fait du déficit moteur, et donc ils se laissent étirer par l'activité anormale de l'antagoniste. Et donc ce muscle, finalement, il croît tout comme l'os dans des conditions anormales, et il a du mal à suivre cette croissance. Et en ayant du mal à suivre cette croissance, eh bien, il est responsable à terme de rétraction. Bref, ces troubles s'entremêlent, et peut-être ce qui est le plus important de se dire, c'est quand on parle de paralysie cérébrale, eh bien, il faut souligner les conséquences tertiaires de la maladie, c'est-à-dire l'impact dans la vie de tous les jours. Et donc, les conséquences secondaires architecturales, osseuses qu'on évoquait précédemment, elles sont source de douleur, on se l'est dit, et elles vont entraîner véritablement ce que l'on qualifie de déficit participation. Et ce qui me semble important de dire, c'est que souvent, et pour moi le premier, ma fenêtre d'action, elle a souvent été centrée sur la pathologie et ses conséquences directes. Or, l'OMS, elle nous dit bien que la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental, social, et ça ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Et donc, handicap, c'est un terme finalement générique qui désigne à la fois les déficiences qui sont liées à la pathologie, les conséquences directes au niveau corporel, mais au-delà, c'est vraiment ce que ça engendre en termes de limitation d'activité et de restriction de participation. Et donc, ce sur quoi on a finalement, vis-à-vis de quoi on a bataillé, c'est la communication, en tout cas les troubles de la communication, les difficultés pour les repas, pour la toilette, pour la scolarité, pour les déplacements, pour les loisirs. Et donc, au cœur de tout ça, il y a des enjeux forts d'autonomie, d'estime de soi, et donc forcément de qualité de vie. Et ce manifeste, là, mis en avant par la Fondation Paralysie cérébrale, au cœur, il y a énormément de notions de qualité de vie. Du coup, ça nous invite, en tout cas, moi, ça m'a invité assez vite à laisser de côté un peu la performance rééducative, qui, elle, s'intéresse vraiment en premier lieu au déficit de structure et de fonction, pour essayer de se dire, demain, comment optimiser, finalement, la participation des personnes que l'on accompagne. Sans oublier tous les facteurs contextuels que la CIH nous décrit bien, les obstacles, les facilitateurs, à la fois environnementaux, personnels, qui peuvent aussi créer cette notion de surhandicap. Le surhandicap, peut-être pour l'illustrer, c'est pour un enfant un contexte familial ou soignant d'ailleurs, qui est peu soutenant et qui peut venir aggraver le handicap déjà existant. Donc moi, depuis 12 ans que je suis diplômé, ce qui me questionne, et c'est loin d'être évident, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, dans ma pratique, eh bien, je suis dans un contexte soignant, soutenant, positif, en tout cas qui modifie de manière, au-delà de saine, ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas de manière positive et de manière bénéfique, voilà le terme que je cherchais, la trajectoire de développement de l'enfant. Alors, il me semblait essentiel de faire un petit focus sur la qualité de vie. Mieux la considérer, c'est aussi mieux l'évaluer, c'est mieux la soutenir, et ça invite vraiment à se questionner sur le pourquoi de nos interventions. La qualité de vie, c'est le jugement que porte une personne sur ces différents aspects de son bien-être physique, social, psychologique. Donc, elle est vraiment cruciale. Cette qualité de vie, elle est subjective, certes, mais elle est, et avant tout, auto-évaluée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude de Graham de 2016, ils sont allés questionner les adultes et les enfants sur leur qualité de vie dans le champ de la paralysie cérébrale. Et les enfants atteints de paralysie cérébrale, ben, ils estiment que leur qualité de vie, elle est plutôt semblable à celle de leur père.
quand on dit semblable, c'est tout ce qui concerne le bien-être psychologique, l'autonomie, la relation avec les parents, la vie à l'école. Par contre, on se rend compte que plus le nombre de handicaps et plus leur gravité est importante, proportionnellement, plus la restriction de participation, elle est prégnante. Et donc, assez tôt, finalement, on se rend compte que ces enfants, ils sont encore peu impactés par leur handicap. Et c'est là que nous, on se dit que notre action, elle s'inscrit dans une temporalité particulière, puisque on est obligé de considérer l'enfant dans une perspective à long terme, et donc de se projeter dans sa vie d'adulte, pour mieux orienter nos propositions thérapeutiques. Et là où c'est percutant, c'est que finalement, la paralysie cérébrale, c'est une maladie qui dure toute la vie, et la plupart des recherches l'ont longtemps considérée comme une problématique pédiatrique. Et il est intéressant de questionner les adultes sur ce parcours de soins, sur ce parcours de vie, parce qu'eux n'ont pas la même spontanéité et ne décrivent pas du tout la même chose que les enfants. Ils décrivent de la fatigue, des douleurs, des symptômes dépressifs. Et finalement, ils sont épuisés par tout ce parcours de soins qui a pu leur être proposé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'enjeu, pour moi, il est bien là. Il est d'optimiser nos réponses thérapeutiques pour finalement mieux penser leur vie d'adulte. Et au cœur de ça, il faut arriver à conserver leur motivation, leur adhésion à une rééducation qu'ils vont poursuivre tout au long de leur vie. Et donc, on a besoin de penser l'amélioration du présent. Cet après-midi, j'avais un petit loulou avec une hémiplégie infantile, il a 2 ans. Et ben, peut-être que ma victoire du jour, c'était de me dire qu'aujourd'hui, on a bien rigolé tous les deux, que moi, j'ai globalement réussi à répondre à mes objectifs, mais que lui, surtout, il a passé un bon moment. Parce que on doit se dire que, enfin, on doit se dire, on peut se dire qu'il ne faut pas négliger finalement l'impact à moyen ou à long terme, et que ces adultes qui nous décrivent cet épuisement lié à la rééducation, ben peut-être qu'il doit être considéré, en tout cas aujourd'hui, un petit peu différemment. Alors, cette enquête, elle est absolument passionnante, cette enquête Espace de la Fondation Paralysie Cérébrale, qui a été effectuée de juin 2016 à juin 2017, et qui a sollicité toutes les associations, les sociétés savantes, les centres de rééducation, les personnes connues de la Fondation, pour réunir pas loin enfin même plus de 1000 réponses au questionnaire, globalement 350 enfants, 145 ados, 511 adultes. Ce questionnaire qui est une enquête de satisfaction des personnes atteintes de paralysie cérébrale. Et il en ressort finalement, je vous invite vraiment à consulter 9 messages clés, avec au cœur de ça une phrase, moi, qui m'a vraiment bousculé. Les familles, les patients nous disent « Nous voulons une rééducation centrée sur nos besoins. Un changement de perspective est indispensable. » Et en facteur de satisfaction, qu'est-ce qu'ils décrivent? Ils disent que je suis satisfait des soins qui me sont dispensés si je sais qu'en tant que sujet, je participe activement à mes soins. Je suis satisfait de la rééducation qu'on me propose si je suis dans une qualité de la relation établie. Je suis satisfait si, au cœur de la rééducation, et une attention particulière est portée à l'absence de douleur générée par la rééducation. L'existence de douleur, dans 70% des cas, elle est non évaluée et non prise en charge. Donc cette enquête, ça a été le pavé dans la mare. Alors forcément, je voudrais juste redire un petit mot sur ça. Forcément, les instances n'ont pas pu passer à côté de ce constat implacable. Et donc, l'enquête a conduit la saisine de la HAS, qui a répondu favorablement. Et donc, Sophie Cluzel, qui était alors secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, elle s'est engagée à soutenir cette saisine. Et lors de la journée mondiale de la paralysie cérébrale, en 2018, elle a déclaré « Nous souhaitons apporter des réponses concrètes et de ce fait soutenir votre saisine pour qu'une recommandation de bonne pratique clinique et d'organisation de prise en charge de la rééducation motrice chez les personnes vivant avec une paralysie cérébrale soit élaborée. Vous pouvez compter sur mon soutien. » Alors, il y a toujours un petit peu une temporalité particulière de l'action politique. Force est de constater que les choses sont allées plutôt vite. Et quand je faisais cette petite présentation l'année dernière à la KPTN, le rapport venait de sortir, le rapport de la HAS,
Et du coup, donc, sorti en octobre 2021, avec un argumentaire voilà, très intéressant que je vous invite vraiment à consulter. On dit plein de choses passionnantes. Et ce rapport, il est venu un petit peu nous imprégner, en tout cas nous donner d'autres axes ou de nouveaux axes de prise en charge et en tout cas de bonnes pratiques. On sait qu'aujourd'hui, toute personne avec une paralysie cérébrale a eu ou aura recours au cours de sa vie à de la rééducation et de la réadaptation, en particulier pour sa fonction motrice. Ces soins qui sont réalisés voilà, avec des professionnels de santé, ils peuvent, et je vous le disais juste avant, occuper une grande place dans le quotidien de ces personnes. Et jusqu'alors, aucune recommandation, on est quand même en 2021, aucune recommandation de bonne pratique clinique n'avait alors été publiée du coup en France. Et donc, peut-être quels points sont mis en exergue dans ce rapport? Son objectif, avant tout, c'est de guider les indications et les modalités de la rééducation. C'est de préciser, et c'est notre cœur de sujet, l'intérêt des prises en charge novatrices de rééducation et de réadaptation de l'appareil locomoteur. Et surtout, c'est d'harmoniser et d'optimiser les pratiques de soins. Alors, quelles conclusions sont révélées par ce rapport? Il y a 4 axes stratégiques thérapeutiques qui sont mis en avant. En premier lieu, la détection précoce des premiers signes de déficience concernant les acquisitions motrices, et ça avant 2 ans, avant les 2 ans révolus de l'enfant. Donc, il y a cette volonté de donner les outils pour évaluer, pour diagnostiquer tôt, parce qu'on sait que l'intervention précoce, elle, derrière, est signe d'un changement majeur de la trajectoire de développement de l'enfant. La deuxième chose, c'est de mettre en avant une évaluation et des outils pour faire qui soient standardisés. Alors, vous connaissez sûrement la GMFCS, Gross Motor Function Classification System, pardon pour mon anglais approximatif. On parle aussi de niveau de Palisano, qui sont essentiels pour classer la fonction motrice de l'enfant qui a été diagnostiquée avec une paralysie cérébrale. Et ça, tout au long de sa croissance et de son vieillissement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous aider dans nos décisions, dans le choix de nos techniques rééducatives et surtout pour évaluer l'efficacité de nos techniques. Donc, détecter précocement, évaluer de manière qualitative, quelque chose d'essentiel, accompagner la parentalité pour rassurer les parents, les sensibiliser, les former et au fait que leur enfant, finalement, reste avant tout leur enfant, qu'il présente un handicap ou non, et finalement que cette situation de handicap, ils prennent conscience qu'elle dépendra en grande partie de l'environnement et de l'étayage extérieur dans lequel vont évoluer les enfants. Et donc, il y a cette phrase dans le rapport que je trouve très chouette qui dit « On ne sait pas tout ». Et c'est vrai, dans le champ de la rééducation neurologique, on a aussi beaucoup de surprises. On ne sait pas tout, laissons-nous surprendre par des évolutions non envisagées. Et je crois que c'est ce qui, moi, m'a fait toujours m'inspirer à la plus grande humilité et modestie, c'est que les enfants rencontrés, voilà, on les imagine évoluer, et maintenant, ça fait un petit peu mal avec 12 ans de pratique. On les revoit jeunes, grands, ados, revenir nous voir et on se dit, waouh, déjà tout ça, et est-ce qu'il y a 10 ans, j'aurais imaginé les voir évoluer comme ça. Dernière conclusion, les principes directeurs, la nécessité de personnaliser les plans de traitement et de sortir de cette rééducation que moi, j'ai d'ailleurs apprise, où on récite un peu ces gammes, un petit peu stéréotypées, et où on a du mal à l'adapter pleinement à la typologie, aux particularités voilà, des troubles rencontrés pour chaque patient que l'on accompagne. Alors, un tout petit mot sur cette détection précoce et sur l'évaluation, parce qu'on ne peut parler de thérapie intensive, on ne peut parler de rééducation sans avoir dit un petit mot sur ça. Alors, au cœur de ce rapport, on remet la stratégie du doute. Pourquoi? Parce que le doute, c'est finalement peut-être notre meilleur compagnon dès notre rencontre avec l'enfant et sa famille. C'est vraiment un allié qui nous permet de laisser de côté, qu'on va devoir, laisser de côté, pour essayer de cheminer avec le corps médical vers un diagnostic sûr et puis un traitement approprié.
Le doute, pour moi, c'est vraiment le moteur d'une pratique éthique, une pratique de questionnement qui s'intéresse à la fois aux inquiétudes des parents, de l'entourage, des professionnels accompagnants, des soignants. Et finalement, c'est le point d'appel de la suite de notre démarche. Parce que finalement, il ne faut pas se le cacher, on se retrouve dans une jungle clinique que l'on découvre. Et donc, l'expertise, elle devient vraiment pluriprofessionnelle. Elle va nous permettre d'éliminer des diagnostics différentiels pour essayer de mieux caractériser le trouble moteur et éventuellement mettre en avant cette composante neurologique. Et donc, c'est grâce à ces doutes partagés, c'est grâce à ces regards croisés qu'on va progressivement pouvoir voir émerger un diagnostic plus clair et plus rapide. Et ça, c'est chouette pour nous parce que, on va le voir, nous avons des outils pour participer activement à ce diagnostic et on a toute notre place à prendre. Et là, on se l'est dit, l'évaluation, c'est la facteur clé du dépistage de la paralysie cérébrale, dont le pronostic fonctionnel, il dépend de la précocité de la prise en charge. Alors, une toute petite illustration qui date là d'il y a quelques mois, d'une situation rencontrée au sein du cabinet. On reçoit une petite fille pour une prescription de kinémotrice dans un contexte de retard d'acquisition, retard d'acquisition de la marche, et décrite une hypotonie axiale, et donc chez une enfant de 18 mois. Ok, on se dit, retard d'acquisition de la marche, ok, on est dans la fenêtre des 18 mois dépassés, mais on sait qu'on a cette marge de manœuvre, fenêtre 18-24 mois, donc pas d'inquiétude, mais on essaye de prendre le temps de l'évaluer et d'apporter voilà, des regards croisés et complémentaires. S'effectue une évaluation neuromotrice à la recherche de quelques drapeaux rouges, et c'est intéressant parce que ces drapeaux rouges, je trouve que, en tout cas, moi, ils m'aident au quotidien à essayer de rentrer dans cette démarche diagnostique et d'essayer de repérer assez vite, finalement, ce qui peut clocher dans un tableau. Pour cette petite fille, on se sert beaucoup de l'examen clinique factoriel. On a été formé du coup par l'approche de Lemétayer, par l'examen d'Amiel-Tison. Et donc, ces outils ils sont intéressants parce qu'ils ont le mérite de balayer assez globalement les problématiques inhérentes à la motricité. Donc, on va regarder les anomalies orthopédiques, on va regarder le contrôle moteur, on va regarder les modifications de tonus, et on va surtout regarder et questionner les activités fonctionnelles. Donc, on propose en examen de routine ça à cette petite. Et là, on voit que c'est quand même complexe parce que les marqueurs cliniques, ils sont multiples. Et donc, il faut à la fois questionner la douleur, la posture, le déficit sensoriel, la limitation de la marche, le déficit de force, le déficit de tonus. Bref, on a une sphère assez large pour essayer d'aller questionner les éléments de qualité de vie. Finalement, comment cette petite fille, au quotidien, avec ses 18 mois, elle évolue dans son environnement, quelles sont ses potentialités, mais quelles sont aussi ses limites. Et alors, si on reprend cette vignette ensemble, dans l'anamnèse, c'est une maman de 40 ans, on a cette notion de prématurité avec une petite fille née à 34 semaines, un accouchement long avec utilisation de matériel, une station assise tardive à 12 mois, en place et tenue, et surtout, et je le mets en rouge, des inquiétudes manifestes, répétées de la maman et de son entourage. Ça fait quand même plusieurs drapeaux rouges, que ce soit sur des facteurs de risque identifiés, et puis déjà ce petit retard de développement qui commence à poindre. Dans les premières observations, assise, elle a une station assise un petit peu particulière, pas en trépied, mais les membres inférieurs regroupés avec une syphose dorsale, un rampé commando avec exclusivement une traction des bras, un retournement qui est monobloc, tout ça à 18 mois. Et puis, dans les petits éléments cliniques, on retrouve une raideur globale à la mobilisation, avec une diminution des longueurs musculaires sur triceps ischio, de la spasticité avec trépidation sur triceps ischio à nouveau, des troubles de la commande, avec des releveurs qui ne s'expriment pas très bien, des adaptations posturales déficitaires. L'examen de Lemétayer est chouette pour ça. Et donc, là, à nouveau, drapeau rouge, posture pathologique, organisation motrice perturbée, trouble du tonus, hyperactivité musculaire. Et donc, tout ça, on se dit que ça fait quand même beaucoup de marqueurs d'atteinte centrale. Alors, dans cet arbre diagnostique, on reste à notre modeste place, on partage ces marqueurs, et puis là, c'est un arbre, je ne sais pas si vous le voyez très bien, et peu importe, mais
c'est le point de départ d'une démarche. Là, cette petite fille, pour rappel, elle nous arrive vraiment sur un contexte de retard d'acquisition, simplement. Et donc, stratégie du doute qui permet de rentrer dans cet arbre diagnostic décisionnel où nos constats, croisés aux observations, aux examens médicaux, permettent progressivement d'organiser le diagnostic vers celui de paralysie cérébrale. Et à 21 mois, du coup, le diagnostic est formel. C'est bien une paralysie cérébrale bilatérale, spastique, du coup, autrement appelée diplégie spastique. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que pour moi, cette petite histoire, elle soulève pas mal de questions. Déjà, on se rend compte que le trouble moteur immobilise beaucoup d'acteurs, soignants, accompagnants, il mobilise beaucoup d'expertise, et pourtant, il y a quand même des enfants qui passent au travers des mailles du filet. Et donc, cette situation, je me dis, est-ce qu'il y aurait pu y avoir une lecture différente, plus précoce? Est-ce qu'on aurait pu procéder différemment? Et en toile de fond, une question que je trouve difficile à poser, c'est que est-ce qu'il y a une perte de chance pour cet enfant? Et donc, au cœur de cette histoire, moi qui m'a beaucoup marqué, il y a des enjeux forts de dépistage précoce, de précision diagnostique, et puis du coup derrière de traitement. Comment maintenant, une fois que les choses sont posées, on intervient précocement, en essayant le plus possible de traiter judicieusement et donc d'avoir des réponses thérapeutiques qui soient optimum. Parce que, encore une fois, on regarde la littérature, le diagnostic précoce, alors certes, il commence par une histoire médicale, il comprend l'utilisation de la neuroimagerie, on se centralise beaucoup sur l'IRM, mais ça s'appuie aussi sur des évaluations neuromotrices normalisées et sur des indicateurs anormaux qui sont congruents. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ce papier de Novak, il nous dit bien que notre examen clinique, il a une vraie place et que certaines échelles, et entre autres l'échelle d'Hammersmith, ont une sensibilité de plus de 90%, c'est-à-dire que la possibilité de mettre en évidence une paralysie cérébrale est plus importante finalement que l'IRM. C'est dire les outils qui sont les nôtres pour caractériser en tout cas ce trouble moteur. Et de cette caractérisation du trouble moteur, on a cette possibilité d'orienter rapidement vers cette intervention précoce, spécifique, qui va pouvoir engager très vite cette plasticité motrice et cognitive de l'enfant. Et donc, on va pouvoir vraiment, en tout cas, on va pouvoir espérer améliorer le bien-être à la fois de ceux que l'on accompagne, mais aussi de nous, finalement, ceux qui prennent soin, avec ce sentiment qu'on aura fait. Et je me rassure souvent pour ça en me disant j'ai fait tout ce que je pouvais faire, en tout cas en l'état actuel de mes connaissances, de mes possibilités, du temps que je peux détacher et tout ça, encore une fois, avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Je fais de mon mieux avec tout ça. Alors, le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Derrière ça, je me dis que la question que je me renvoie, que je nous renvoie, c'est comment intervenir précocement, mais on se le disait judicieusement. Et donc, peut-être repartir de nos objectifs de soins. Il s'appuie avant tout sur un projet thérapeutique qui doit, autant que possible, servir cette qualité de vie. Et donc, peut-être qu'un de nos rôles principaux, c'est de soutenir la fonction. Pourquoi la fonction et comment la fonction? En enrichissant l'activité motrice de l'enfance à l'âge adulte, en permettant la participation sociale, qui, elle, nous permet d'entrevoir une qualité de vie aussi bonne que possible, tant pendant l'enfance que dans cette perspective de l'âge adulte, et puis pour permettre à l'enfant et à sa famille d'atteindre leurs objectifs à la fois réalistes et réalisables. L'histoire qui m'a le plus marqué, j'ai longtemps travaillé en centre de rééducation pour enfants, et j'ai accompagné un enfant d'une dizaine d'années. Toute l'année, la prescription initiale était retour à la marche. C'est un jeune qui avait une chirurgie multisite, qui avait perdu la marche. Et donc, l'objectif à la fin de l'année, c'était qu'il soit déambulant, autonome, en tout cas en déambulation intérieure. On passe 12 mois de rééducation. À la fin, on se retrouve en piscine. On est quasiment le dernier jour.
On passe un super moment et donc je lui dis, Baptiste, ben voilà, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es fier de tout ce que tu as fait cette année? Regarde, c'est gagné, tu remarches. Il dit, bah oui, je remarche, mais bon, tu sais, je traîne partout mon déambulateur. OK. Je lui dis, mais est-ce que tu penses, est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse autre chose? Est-ce que tu aurais aimé qu'on travaille autrement? Et il me dit, tu sais, peut-être ce que je regrette le plus, c'est qu'on est allé en piscine toutes les semaines, 2 fois par semaine, et je crois que mon rêve, c'était d'apprendre à nager. OK, je me dis, bon, finalement, mes objectifs étaient bien la réacquisition de la marche, nos objectifs thérapeutiques étaient bien ceux-là. Ses objectifs à lui étaient de pouvoir se mouvoir en autonomie, en liberté dans cette piscine. Il avait toutes les capacités et les compétences pour le faire, mais c'est aucunement ce qu'on avait écouté et travaillé. Ce jour-là, je me suis dit, bah, effectivement, mes objectifs ne sont peut-être pas les leurs. Et donc, je trouve qu'au cœur des thérapies intensives et de certaines approches dont habite-t-il, on a cette question des objectifs à questionner du patient de la famille qui soit certes réaliste, mais qui soit surtout travaillé pour être réalisable. Alors, se pose une question, ça j'ai piqué ça à un copain, Jocelyn, qui est devenu un expert du sujet. Quels moyens d'intervention peuvent s'inscrire aujourd'hui dans une démarche éprouvée scientifiquement d'amélioration de la qualité de vie? Car finalement, parler de rééducation et de paralysie cérébrale, c'est se plonger dans une jungle de techniques, de méthodes, d'outils à l'efficacité finalement plus ou moins prouvée. Et donc, suivant que l'on s'intéresse au déficit primaire ou au déficit secondaire, il y a des choses qui font référence. Pour le déficit moteur, à la fois la rééducation, les aides techniques, l'adaptation de l'environnement. Pour le trouble du tonus, dans la littérature, on retrouve la toxine botulique, les médicaments, les rhizotomies dorsales sélectives, cette chirurgie-là qui permet de limiter ces contractions pathologiques. Et puis, pour ce qui concerne les déficits secondaires de l'architecture musculo-squelettique du squelette, il y a la chirurgie, on retrouve les orthèses et surtout la surveillance de l'évolution de ces troubles. Ce qui est absolument passionnant, alors ça, c'est encore une fois, c'est le deuxième pavé dans la mare. En 2013, donc ça remonte, hein, on approche des 10 ans, une revue de systématique de Novak, qui fait aujourd'hui office de référence en termes de papier sur la paralysie cérébrale. Cette revue systématique, elle s'appuie sur 166 articles, 74% de revues systématiques. Donc, en termes de robustesse et de crédibilité scientifique, c'est difficile de faire mieux. Et les auteurs que Novak mobilise ont essayé de mettre en évidence, dans cette jungle des thérapeutiques, quelles sont les thérapies avec ou sans résultat probant chez la personne paralysée cérébrale. Et ce papier est le point de départ d'un consensus international et de recommandations de bonnes pratiques internationales dont après les recommandations francophones se sont largement inspirées. Alors, les grands acteurs du champ rééducatif, alors on retrouve Novak, Gordon, Campbell, ont évalué l'ensemble de la littérature à ce sujet. Et ils nous ont proposé des petits schémas que je trouve assez pédagogiques en nous disant, voilà, la couleur verte, c'est ce qui représente aujourd'hui les thérapies recommandées. La couleur orange, c'est les thérapies moyennement recommandées. La couleur rouge, c'est les thérapies non recommandées, sans niveau de preuve. Là où ça vient durement questionner, c'est que les méthodes rééducatives de type conventionnel, neurodéveloppemental, je parle de Bobat par exemple, je m'y suis aussi dans mes débuts formé, je me suis intéressé, j'ai pratiqué un niveau de preuve assez bas, voire très, 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 très faible. De la même manière, les thérapies d'intégration sensorielle, elles ne sont pas recommandées, tout comme le massage thérapeutique, les étirements ou encore les thérapies hyperbares dans les caissons. Bon, et quand on va chercher du côté du vert, qu'est-ce qu'on retrouve comme démarche pertinente, efficiente? Eh bien, on retrouve les thérapies intensives. L'entraînement bimanuel, la contrainte induite et toutes les approches fonctionnelles. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis dans un petit groupe d'analyse de pratique et on se dit, ce qu'on a appris,
des longues séances d'étirement de 30 minutes, à la limite, peu importe vraiment le confort de l'enfant, que j'ai moi assidûment pratiqué sur mes débuts, est-ce qu'on est au bon endroit, quoi. Et donc, ces différentes études-là, enfin, en tout cas particulièrement celle-ci, moi, m'ont vraiment questionné et ça a été le point de départ d'une remise en question, en tout cas de ma pratique professionnelle. Ces recommandations de 2013, elles ont été republiées et mises à jour en 2020. Et là, un énorme travail qui a été fait globalement par la même équipe. Et là, le schéma est globalement identique, mais il s'est enrichi, il s'est précisé, et là, ça devient passionnant. En vert, on retrouve toujours les méthodes ou les techniques à l'efficacité prouvée, avec une recommandation forte de mise en pratique. Ils nous disent aujourd'hui, dans le champ de la paralysie cérébrale, il faut aller fortement vers ces méthodes en vert. En rouge, là c'est clair, c'est ce qui est prouvé inefficace, voire délétère. En jaune, c'est ce qui a une efficacité incertaine, avec une ligne pointillée. Au-dessus, l'efficacité, elle est probable. En dessous, la thérapie, elle est probablement délétère. Et plus la bulle est grosse, et ça, encore une fois, c'est très pédagogique, plus le niveau de preuve est important. Et entre autres, le niveau de preuve, il est lié au nombre d'essais contrôlés randomisés qui ont pu être mobilisés, en tout cas pour cette large revue de la littérature. Alors finalement, cette revue, elle nous parle de quoi? Elle met en valeur les thérapies qu'on qualifie d'hands-off, thérapies sans les mains, on y reviendra. Et à nouveau, cette recommandation, elle souligne la place essentielle des méthodes dites intensives ou fonctionnelles, c'est-à-dire des méthodes centrées sur l'optimisation de la fonction. OK, bon, avec ça, on a tout dit, on n'a pas dit grand-chose parce que qu'est-ce qui finalement se cache derrière les principes de ces méthodes assez globales qui permettent d'optimiser la fonction motrice? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont intéressés aussi à toutes les pratiques et les méthodes qui optimisent la régulation du tonus, à droite de votre écran. Ils sont aussi allés chercher ce qui permet d'optimiser la réponse à tous les troubles associés, pulmonaires, sommeil, repas, communication. Et finalement, on va dire, alors c'est rigolo, dans la communication, par exemple, c'est la littératie qui arrive en premier lieu. La littératie, c'est la connaissance que l'on a de sa pathologie, cette capacité à la comprendre, à l'expliquer, pour mieux finalement s'orienter soi-même vers finalement les pratiques qui sont bonnes pour soi. Cette culture de la santé, c'est intéressant qu'elle apparaisse ici. Et encore une fois, je suis toujours, moi, épaté des jeunes que l'on accompagne, d'ailleurs jeunes et moins jeunes, et qui ont cette connaissance extrêmement fine de leur pathologie, mais aussi de la pathologie des petits copains, et qui sont toujours force de proposition incroyable pour enrichir en tout cas nos quotidiens rééducatifs. Bref, je vous invite vraiment à lire ces résumés, ces conclusions, parce qu'on y apprend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on était sur les recommandations anglophones, internationales, et je vous parlais des recommandations francophones qui sont arrivées en 2021. Elles se sont bien sûr inspirées de ces recommandations internationales. Et donc, le comité d'experts de la HAS, il a travaillé pour mettre en valeur une approche peut-être pour nous attendue et essentielle, cette question de la priorisation de nos soins. Dans le champ de la paralysie cérébrale, il y a tellement à faire que c'est dur de juger de ce qui est peut-être un instant T le plus pertinent ou le moins pertinent d'ailleurs. Et donc, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'ils ont priorisé les soins selon 3 tranches d'âge. Pour les enfants de 2 à 12 ans, pour les adolescents de 12 à 18 ans et pour les adultes de plus de 18 ans. Et donc, il est recommandé que les rééducateurs, dans ces conclusions, on se l'est dit, adaptent leur traitement aux spécificités de la personne concernée en s'appuyant et sur les recommandations et sur les connaissances médicales avérées. Et ce qui est rigolo, c'est qu'une catégorie là, spécifique a été dédiée au programme de rééducation et de réadaptation intensive avec du prioritaire et du non prioritaire. Et là, on voit que pour l'enfant et l'adolescent, qu'est-ce que l'on retrouve de prioritaire? Le renforcement musculaire. Là, il y a, alors je
je suis ravi d'intervenir en Franche-Comté parce que je sais que vous avez des experts du renforcement musculaire dans le champ de la paralysie cérébrale avec, entre autres, David Guénin et tous ces, voilà, en tout cas, toutes ces belles initiatives, en tout cas pour vulgariser cette notion de renforcement musculaire et d'y apporter voilà, un niveau de preuve, en tout cas, plus important. Tout ce qui concerne les exercices aérobies, l'entraînement à la marche, la place de l'appareillage et des orthèses pour la déambulation, on retrouve l'entraînement intensif, c'est la suite de mon propos, à la fois habit et habitil, j'essaierai de vous différencier les deux, et puis toute la place de l'activité physique, sportive et l'éducation thérapeutique de nos patients. Donc, ça nous donne déjà un peu un fil rouge sur aujourd'hui ce qui, idéalement, en tout cas, à mettre en œuvre dans nos quotidiens. Alors, ce qui est certain, c'est que dans cet état, la littérature, internationale ou francophone d'ailleurs, il y a un vrai changement de paradigme. Je viens, je pense pouvoir le dire, moi, de la culture rééducative du hands-on. Cette culture de la guidance, ou tout du moins du guidage, j'ai appris à toucher, toucher pour guider, pour mettre en mouvement, pour espérer faire évoluer dans les étapes motrices. J'ai appris les niveaux d'évolution motrice de l'émétayer que j'ai répété, que j'ai enseigné, que j'ai décortiqué. J'ai appris à étirer pour préserver le capital orthopédique et garantir des bonnes longueurs musculaires. J'ai appris à masser le muscle pour limiter les raideurs et favoriser la détente musculaire. Et donc, ça, c'est des enseignements d'il y a 12 ans. Je dirais que c'est plus trop ce que je pratique aujourd'hui, ou en tout cas à minima. Aujourd'hui, les neurosciences, elles ont vraiment changé cette fenêtre de lecture, en tout cas cette fenêtre d'ouverture sur la rééducation de demain. Et peut-être que pour moi, c'est un enjeu déterminant pour notre profession, parce que ce n'est pas simple de laisser de côté cette imprégnation forte du soin manuel, que je ne remets pas en question. On parle bien d'un contexte spécifique, d'un public spécifique, mais pour lequel le hands-on, la mobilisation passive, le guidage neuromoteur ont pris une place énorme, en tout cas dans notre rééducation francophone. Le hands-off, c'est peut-être offrir au patient la capacité à faire seul, à faire en sorte qu'il soit le premier acteur de son traitement. C'est remettre au cœur de nos pratiques, finalement, le principe fondamental d'autonomie. Alors, c'est une question, quand on débat, alors là, on n'aura pas la chance de se retrouver autour d'une bière à la fin, mais quand on papote de nos pratiques, certains me disent, et moi le premier, il ne faut plus mettre la main sur nos patients. Est-ce que c'est une hérésie aujourd'hui de toucher, de guider, d'accompagner ? De mon point de vue, sûrement pas. Mais il y a un changement qui est à amorcer, très certainement, face aujourd'hui à la pertinence du travail actif, du renforcement musculaire, de l'éducation thérapeutique. Et peut-être que voilà, la kiné de demain, elle se dirige doucement, mais assez sûrement vers tout ça. Les thérapies hands-off, et là on est dans le vrai cœur du sujet, elles s'appuient sur les principes généraux de l'apprentissage moteur et de la neuroplasticité cérébrale. On montre aujourd'hui, et les études là sont vastes sur le sujet, particulièrement les travaux de Graham, que pour optimiser, pour maximiser l'apprentissage moteur, le patient, il doit globalement faire 3 choses. Être activement engagé dans la tâche, à la fois physiquement et mentalement, que notre régime rééducatif, je parle, que notre rééducation, elle soit suffisamment intense et que la pratique, elle soit orientée, variable et à difficulté progressive. À l'inverse, les approches du coup à succès moindre, voire nul, elles comprennent plutôt une orientation passive avec la manipulation du sujet, que ce soit par les mains du thérapeute ou par un dispositif externe comme les exosquelettes, dont le niveau de preuve est de plus en plus vraiment questionné. Et surtout, ça remet aussi en question les techniques de mémorisation basées sur la répétition. J'ai l'impression d'être presque vieux quand je parle de ça parce qu'avec mon grand-père, on allait faire du patterning au coin de pas très loin de là où habitait mon grand-père. On allait voir finalement un infirme moteur cérébral et on allait
répéter des gammes de mouvements. Alors moi, ça me posait toujours question. Je me disais, mais qu'est-ce que ce pauvre jeune homme, il arrivera à faire en faisant de la montée de jambes toute la journée. Aujourd'hui, on montre que avec ces techniques, eh bien, on est plus face à des phénomènes de désengagement ou d'habituation neurologique, et que finalement, le patient, ben, il ne progresse pas tant que ça. Au mieux, il stagne, et au pire, il régresse. On peut avoir des trajectoires de développement qui sont péjoratives. Donc aujourd'hui, voilà, on parle d'engagement dans la tâche, d'intensité, de variabilité et de progressivité dans la difficulté. Alors, au cœur un peu de ces thérapeutiques et des thérapeutiques intensives, on retrouve des principes directeurs rééducatifs. Et qu'est-ce que ça nous met en lumière et en avant? Déjà qu'on a besoin d'identifier et de caractériser les limites et les potentialités de la personne accompagnée. Il est important, on se l'est dit dans un objectif de qualité de vie, de déterminer les ressources et les obstacles de son environnement. Et surtout, il faut arriver à négocier, et le terme est, je trouve, plutôt juste, des objectifs ciblés. Ces objectifs, ils sont idéalement smart, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques, c'est-à-dire personnalisés, ils sont mesurables, ils sont atteignables, c'est-à-dire qu'ils sont réalisables. Qui dit réalisable dit aussi réaliste, et ils sont calés dans le temps. Ça, c'est le point de départ après tout l'engagement rééducatif. Donc, ce que vous savez faire finalement bien mieux que moi, c'est préparer après la posture, c'est diminuer le schéma pathologique, c'est stimuler grâce à des activités sensorimotrices et proposer de l'activité ciblée. Ça, c'est finalement le cœur des activités rééducatives que l'on va pouvoir proposer. Encore faut-il que pour être sur cette trajectoire de développement favorable, on puisse s'appuyer sur ces objectifs qui soient smart. Alors, je vous partage ce travail d'une étudiante brestoise, j'espère que c'est d'ailleurs toujours, je ne trahis pas son origine, qui en 2019 nous a proposé de participer à une super étude au cabinet qui s'appelle KIDEM, où elle a essayé de mettre au sein d'un outil en forme et en œuvre ces objectifs SMART. Et derrière, ça nous permet quoi? De mieux connaître l'enfant, ses besoins, pour mettre en place des moyens qui seront adaptés. Et donc, on va s'intéresser à ce qu'il aime faire, à ce qu'il n'aime pas faire, à ce qui l'amuse, ce qui ne l'amuse pas, à ce qu'il pourrait faire dans un idéal s'il n'était pas limité par ces petits empêchements du moment. Et ça nous permet véritablement de cibler des objectifs qui soient vraiment négociés et en tout cas co-acceptés. Et donc, je me dis que si j'avais connu ça autrement plus tôt, ce jeune Baptiste, je pense que la piscine, elle serait forcément ressortie de manière beaucoup plus présente en utilisant ce type d'outils. Alors, toujours les papiers de Graham, mais aussi de Graf-Peters, de Dewar, ils nous disent quoi? Alors ça, c'est un chouette travail qui avait été fait par le petit groupe, un petit collectif de rééducateurs pédiatriques du Grand Ouest dont je fais partie, qui s'appelle Far West. Les clés rééducatives actuelles, elles nous disent quoi? Le but premier de l'intervention kiné, c'est d'améliorer la fonction motrice, qui a été priorisée avec l'enfant et sa famille, selon des objectifs identifiés et négociés conjointement. On retrouve cette notion de négociation qui est vraiment cet arbitrage mutuel qu'il y a à faire qui est essentiel. Les papiers nous disent que l'activité efficiente pour l'enfant, qui lui permet de faire l'expérience du contrôle postural et de pouvoir espérer cet apprentissage moteur, elle doit s'appuyer sur les principes de la tâche orientée. La tâche orientée, c'est celle qui fait sens pour l'enfant, qui s'appuie sur un engagement actif, volontaire, dans un environnement qui est favorable, avec des leviers motivationnels qui sont identifiés. Le petit loulou que je voyais tout à l'heure, la motivation ultime d'aujourd'hui, c'est qu'il ne voulait absolument pas rendre la fois dernière le petit cheval avec lequel on a joué toute la séance. Je lui ai dit, écoute, prends-le pour chez toi, tu le nourris, tu le fais dormir, et aujourd'hui, on se retrouve et on l'emmènera en balade. Et du coup,
En 1, il me rendait son cheval. En 2, il me disait merci. En 3, on allait chercher un autre animal et on était reparti dans un cycle vertueux, engagé, parce que voilà, il y a une passion pour les éléphants et d'avoir trouvé l'éléphant aujourd'hui, ça nous a permis de faire des choses comme jamais on avait réussi à faire. Donc, le levier motivation, il est hyper présent pour nous permettre de progresser dans la répétition des situations motrices proposées. Cette notion de répétition, elle est aussi essentielle au cœur de tous ces papiers. Dernier petit mot sur l'environnement. L'environnement, il doit susciter, valoriser, induire, permettre de développer la compétence posturale de l'enfant pour augmenter son niveau d'engagement. Et ça, j'essaierai de vous l'illustrer après par quelques images. L'idée étant, cette phrase, elle fait beaucoup sens pour moi, il faut créer un contexte apprenant finalement pour l'enfant. Alors, un contexte apprenant, c'est quoi? Et ça, c'est une question qui m'a longtemps trotté dans la tête. Pourquoi j'en suis arrivé à peut-être aller un peu plus loin dans la découverte des thérapies intensives, dont Habitil fait partie. D'ailleurs, je commence par souligner que je ne suis pas formé à cette technique, donc ça vous est partagé avec encore plus d'humilité. Par contre, elle m'a rendu curieux, cette technique. Pourquoi? Parce que dans l'actualité, et là, je vous propose là, des papiers de différents médias, et ben, je me suis dit, pour une fois, la kiné, elle est au cœur de l'actualité et elle est joliment mise en valeur. On en parle dans des termes élogieux et qui ont, je trouve, le mérite de susciter l'intérêt dans une période où la kiné, elle est parfois un petit peu bousculée et voilà, remise en question. Et donc, c'est peut-être ici une belle occasion de parler de la rééducation, du coup, par l'épreuve. Et donc, quand on voit ces papiers, qu'est-ce que l'on nous dit? Paralysie cérébrale, la méthode qui bouleverse la place du soignant. Handicap de l'enfant, une technique de rééducation intensive basée sur le jeu. Le jeu pour soigner. La rééducation fait ses preuves. Des premières observations prometteuses. Bon, à force de tous ces papiers-là, ça donne quand même envie d'aller un peu plus loin, à la fois de lire ces articles, mais aussi de se dire qu'est-ce qu'il y a au cœur de ces techniques rééducatives. Et est-ce qu'elles sont cohérentes et en lien avec ce que l'on a pu se dire juste avant. Alors, peut-être que celle qui en parle le mieux, c'est Yannick Bleyen, qui est une professeure belge de l'université de Louvain et qui est celle dont le point de départ de la méthode Habitil, c'est l'experte sur le sujet. Et donc, on va écouter si tout fonctionne, ce qu'elle peut nous en dire. Alors, au moment des stages intensifs, une journée type pour un enfant hémiplégique, ça va être d'arriver vers 8 h du matin. On a un thérapeute par enfant. Et de 8 h du matin jusqu'à midi, ils vont faire une série de jeux, chaque fois avec leur thérapeute. À certains moments, ils peuvent jouer en paire, mais chaque fois avec un thérapeute qui est toujours en train de stimuler, d'encourager. Vers midi, on va avoir le repas. Le repas fait intégralement partie du temps de rééducation, puisqu'on stimule les enfants à utiliser leurs deux couverts. Pendant ce temps-là, les enfants sont tous autour d'une grande table. Ils sont toujours assis sur des ballons, puisque toutes nos activités dans lesquelles les enfants doivent être assis, pour qu'il y ait une stimulation posturale et locomotrice, elles sont proposées en assise sur des Swiss balls, donc des gros ballons. On a chaque jour une activité de groupe. Ça permet réellement qu'il y ait un moment de cohésion de groupe et où chaque enfant est témoin des progrès des autres enfants, ce qui est vraiment un facteur très positif d'émulation, puisque les enfants voient au fur et à mesure ce qui évolue chez les autres et ça les motive d'autant plus. Allez, vas-y. 19. Bravo! Comme des sportifs de haut niveau, c'est à un entraînement intense que se soumettent Hugo, Jules et leurs camarades. Un stage de 2 semaines, 90 heures de jeu et d'activité avec des objectifs à atteindre, comme par exemple faire plusieurs pas sans aucune aide. Super! Les enfants vont être pendant 7 heures en rééducation dans la journée, donc on a le temps de faire beaucoup de choses, plus que quand on a une demi-heure par jour de rééducation. Manger plus proprement, s'habiller tout seul, sortir plus facilement de son fauteuil, telles sont les ambitions que s'est fixé Hugo. Quand on nous annonce qu'on va devoir choisir les objectifs et qu'on va devoir le faire en 10 jours,
on prend un peu les gens pour des fous. On dit, mais ils sont fous, ils veulent qu'on fasse tout ça en 10 jours, c'est impossible. Puis au fur et à mesure, on travaille, on fait des choses qu'on ne fait pas. Et c'est comme ça qu'on progresse. Ce stage est le fruit d'une collaboration entre chercheurs brestois issus du CHU, de l'université ou de la Fondation Ildis. Kéliane en a suivi un en juillet et son papa en constate encore les bénéfices aujourd'hui. Il peut faire maintenant les tâches tout seul, faire du vélo, dribbler, couper de la viande, déboutonner et boutonner sa chemise. C'est un capital confiance qui pour lui, pour le futur, c'est énorme. Alors, ce qui est chouette, finalement, c'est qu'on l'a vu, ces thérapies intensives, là on parle d'habitil, mais on peut parler aussi de la contrainte induite, on peut parler de l'entraînement intensif bimanuel. On a montré que le niveau de preuve était, aujourd'hui on est dans le Graal du niveau de preuve. Ils ont réussi à mettre, finalement, on parlait de BP, à réunir à la fois l'expérience des praticiens, la littérature, les neurosciences avec toute la neuroimagerie pour prouver aussi l'impact de ces thérapies et finalement en dégager des essentiels. Cette rééducation, là au regard de ce qu'on a pu entendre, alors elle est globale, elle est intensive, elle est fonctionnelle et elle cible, et c'est important de le dire, les enfants avec paralysie cérébrale. Elle n'a pas vocation à se déployer dans d'autres champs et sur d'autres pathologies. Là, on parle bien des caractéristiques spécifiques de la paralysie cérébrale. Et donc, au cœur de ces méthodes, ces thérapies intensives, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve les principes précédemment décrits qui permettent des changements positifs, structurels au niveau du cerveau. Comment? La pratique, et je vous le redirai après, elle est répétitive, elle est intensive, elle est structurée, elle est et surtout ludique. La complexité des tâches, elle est croissante. Et au cœur de ça, il y a la motivation, il y a la récompense, il y a le renforcement positif. Et ça, c'est peut-être le cœur, finalement, de ces stratégies thérapeutiques. Alors, vous avez déjà vu cette vidéo, c'est celle qui s'enchaînait juste avant. Ce qui est très intéressant, c'est que dans un contexte de prise en charge de routine, ces thérapies intensives, elles sont proposées, par exemple, par l'Alliance Paralysie Cérébrale en Australie, aux Pays-Bas, où ces traitements, ils sont même remboursés. Alors, ce sera peut-être partie de nos échanges. C'est qu'aujourd'hui, dans la nomenclature de nos actes, ils n'existent pas. Enfin, ces thérapies-là n'existent pas. On ne peut pas les valoriser pour le temps qu'elles nous demandent. Pour autant, certains, dans nos pays limitrophes, ont réussi à le faire. Et donc, cette équipe de Brest, sous l'impulsion du professeur Sylvain Brochard, elle réalise en France ces stages intensifs plusieurs fois par an, à Brest, à Angers, avec au cœur les sujets, les sujets que l'on vient de citer. Je suis bavard et donc si je veux tenir dans un timing raisonnable, un tout petit mot pour vous dire l'histoire d'Habitil, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout celle d'Habit, au départ, qui est une technique intensive, structurée, ludique, qui sollicitait dans un premier temps que la coordination bimanuelle. On avait les mêmes principes de l'apprentissage moteur que je vous ai cités, mais pour le moment, c'était pour des enfants avec hémiplégie infantile, donc on était sur une paralysie cérébrale unilatérale, mais qui s'intéressait qu'aux membres supérieurs, que l'on voulait faire travailler de manière combinée. On était déjà par une personne qui intervient par enfant, avec l'idée d'un superviseur qui est formé à la thérapie et qui regarde avec un œil extérieur pour débriefer, conseiller, mieux orienter le thérapeute qui est en lien direct avec l'enfant. On avait à la fois du jeu de groupe, du jeu individuel, et ce qui était déjà hyper intéressant en 2007 et 2011, c'est qu'on montrait que cette thérapie-là avait déjà, en tout cas sur les membres supérieurs, un impact plus important que la rééducation, en tout cas plus important que la rééducation classique. En 2011, on rajoute un petit bout à l'acronyme, arrive Habitil, sous l'impulsion de Yannick Blayen-Höft, que l'on voyait tout à l'heure. Et cette méthode, sa caractéristique, c'est qu'elle permet d'obtenir un maximum de changements en un temps minimum. Et là où c'est sacrément questionnant, c'est qu'il démontre qu'une courte période rééducative, selon cette méthode, elle est plus efficace qu'une méthode, une technique conventionnelle proposée sur une longue période. Et globalement, ce qu'il nous dit, c'est que sur 2 semaines, on arrive à faire autant que sur 6 mois, voire 1 an de rééducation régulière.
La rééducation classique, c'est 30 minutes, 45 minutes, 1, 2, 3 fois la semaine, au long cours. Il nous montre que l'intensivité, la progressivité, les tâches orientées, ce cocktail un petit peu détonnant, nous provoque, et beaucoup plus rapidement, des effets fonctionnels rapides. Alors, derrière cette thérapeutique intensive, ludique pour l'autonomie, qu'est-ce que l'on retrouve comme caractéristique? On a entendu un dosage important. On parle de 90 heures sur 2 semaines. Habitil, c'est bien pour des enfants aujourd'hui de plus de 6 ans, qui sont en capacité d'accepter, de suivre, de tenir ce rythme. Même si on est dans la ludicité, il faut accepter que 5, 6, 7 heures par jour, on soit dans l'activité, dans la productivité au bon sens du terme. Dans cette thérapeutique, il y a de l'engagement moteur qui sollicite le corps entier au moins 80% du temps. On est sur des objectifs fonctionnels qui sont basés sur les demandes des enfants et de leurs parents. Là, on est au cœur de la négociation. On est sur des mouvements exclusivement volontaires, c'est-à-dire que le thérapeute, il se détache, il ne touche pas l'enfant. On est sur une progressivité de la difficulté de la tâche et on est dans ce contexte ludique et motivant. Et donc, son originalité, c'est de stimuler de manière constante et concomitante la coordination bimanuelle pour ce qui concerne Habitil, les membres inférieurs, qui sont, eux, en situation d'activité, puisque les enfants sont assis, par exemple, sur des ballons, et l'équilibration, le tonus postural qui est en permanence stimulé. Et ils ont montré, et de manière assez probante et frappante, je cherche ma souris qui arrive par ici, hop, allez. Ils ont montré que ces thérapeutiques, et particulièrement Habitil, induisent des changements neuroplastiques. Ils sont allés chercher dans la neuroimagerie, là vous avez un cerveau à gauche dont les spots, c'est-à-dire que les zones d'activité motrice avant Habitil et après Habitil, s'activent progressivement et donc on est vraiment dans cette notion de remodelage neuronal qui s'enrichit des expériences vécues. Et il montre vraiment qu'il y a on a vraiment des nouvelles aires cérébrales qui sont recrutées qui permettent de nouveaux mouvements du fait de la répétition et de l'apprentissage moteur en tâches structurées que l'on voyait juste avant. Alors là, j'ai essayé de… Je laisserai à dispo ce topo avec grand plaisir. Voilà, vous pourrez y revenir sans aucun souci. Au sein d'Habitil, on retrouve les mêmes caractéristiques finalement qu'Habit. On est sur un praticien ergo-kiné par enfant, que l'on qualifie d'interventionniste. On est dans la prise en charge individuelle, mais aussi en groupe pour l'émulation. On est sur des programmes définis qui vont permettre de répondre à une activité qui a été ciblée. Et donc, l'objectif, il a été négocié en amont. Un objectif, pour être par exemple clair, ça va être pour cette petite fille de se brosser les cheveux. L'interventionniste, lui, son but, ça va être de décortiquer précisément l'ordre, enfin, au-delà de l'ordre, les mouvements qui sont nécessaires pour arriver à cette finalité du brossage de cheveux. Ça va nécessiter une préhension en situation d'extension de poignet. Ça va, je n'ai pas la même expertise que vous, mesdames, sur le brossage de cheveux, mais ça nécessite l'alternance de pronosupination. Bref, ça nécessite des composantes précises du membre supérieur que l'on va remobiliser dans des tâches ludiques qui viennent précisément solliciter ces petits gestes. Et donc, ce qui est passionnant, c'est que derrière ça, on va choisir le jeu en fonction de sa spécificité, de taille, de forme, pour derrière permettre d'obtenir le geste attendu, de le répéter, et tout ça en gardant au cœur du sujet le jeu pour que l'enfant soit engagé, participe du coup intensément et surtout avec plaisir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au cœur de l'actualité, Habitil est venu défrayer la chronique et une nouvelle question est venue se poser parce que Habitil, c'est plus de 6 ans. Et donc, les mêmes équipes, et entre autres, là portée aussi par la Fondation Paralysie cérébrale, se sont posé cette question. Est-ce qu'un nouveau traitement de rééducation intensive, ludique, peut changer le pronostic d'un enfant au moment où son cerveau est le plus réceptif, c'est-à-dire entre 1 et 4 ans? Et donc là, une expérimentation est en cours
L'expérimentation s'appelle CAP, pour changement induit par la thérapie habitile chez les enfants en âge préscolaire. C'est un projet européen de Belges, Suisses, Italiens, Espagnols, qui rassemble du coup chercheurs, plusieurs disciplines, kiné, MPR, neuropédiatrie, imagerie médicale, biomécanique. Dès l'année prochaine, le consortium. Alors, je reviens. Dès l'année prochaine, le consortium brestois va étudier les effets de cette thérapie sur des enfants de 1 à 4 ans et ce sera une première mondiale. Il y a un moment dans le développement de l'enfant où si on injecte de la motricité, de la thérapie, probablement que l'enfant progresse, mais que si on arrive trop tard, l'enfant va progresser moins. Et donc, on a les preuves scientifiques aujourd'hui que plus on intervient tôt et plus on a des chances d'obtenir des grands effets. La Fondation Paralysie Cérébrale a versé 1,5 million d'euros pour que ce projet puisse voir le jour. Alors là, c'est un super teasing pour se dire que le projet CAP, on attend impatiemment les résultats. Qui était attendu pour 2022, que ce sera un petit décalage temporel, mais en tout cas, on est au cœur de l'évaluation de cette thérapie intensive proposée aux jeunes enfants. Et les bruits de couloir sont assez enthousiasmants, en tout cas, et peut-être vont nous permettre, encore une fois, de transposer des choses à nos accompagnements les plus jeunes. Alors là, c'est la diapo qui fait mal. Voilà, j'avais 12 ans de moins. Peut-être, je voulais terminer en replaçant ces échanges dans la réalité d'une pratique libérale, d'un quotidien très modeste de kiné de ville, et peut-être vous dire comment moi, ce changement de paradigme, il a modifié ma pratique. Alors, sur 12 ans, j'ai construit des certitudes à partir de ce que j'ai appris en école, ce que j'ai pu éprouver dans les différents lieux où je suis passé, et où la culture du hands-on était très forte. Et donc, je m'en suis, moi, forcément, beaucoup imprégné. Et donc, j'ai commencé par… donc ça, c'est des photos qui témoignent assez bien de ce que je faisais à ce moment-là, par de longues séances d'entretien des longueurs musculaires, à partir d'étirements prolongés, inconfortables, voire parfois même, du coup, je n'ai pas honte de le dire, douloureux. Et dans un souci peut-être naïf de voir ces enfants progresser ou tout du moins ne pas se dégrader. Et donc, le plus dur, ça a été de déconstruire ces certitudes. Pourquoi ? Parce que en Belgique comme en France, il y a cette culture francophone très basée sur les concepts neurodéveloppementaux où on vient essayer de réguler le tonus, de faciliter le mouvement à l'aide de manipulation, de guidage, pour aider les enfants à accomplir des mouvements normaux. Et donc, j'étais, moi, assez fier de ce type de pratique où, là, avec ma collègue Laure, là, voilà, très bien. Là, très bien, ce jeune en difficulté sur son rampé, qui avait un rampé unilatéral, attends, voilà, c'est bon. On venait à 4 mains. Et on y va à l'opposé. Ouais. Regarde ce côté-là. Ouais. Le guider. Voilà. Un souffle de ludicité avec ce cochon qui s'active au bout et qui était notre mascotte du moment. Ouais. Ouais. Et on voit que l'alternance, c'est quand même secret, que sur un temps donné, l'enfant est en tout cas engagé dans la tâche. Malheureusement, peut-être ce que je me dis a posteriori, alors je n'ai aucun regret de ce qui a été fait et au contraire, voilà, ça a permis de lever d'autres questionnements, mais la littérature scientifique, elle montre que ces modalités, somme toute assez conventionnelles de prise en charge, elles sont nettement moins efficaces que les prises en charge fonctionnelles et intensives. Alors, en imprégnant un petit peu de sa littérature, d'échanges avec de nombreux collègues, d'échanges au sein de différents réseaux, peut-être que je suis allé chercher des éléments de pratiques différentes, toujours bienveillantes, attentionnées, mais surtout autant que possible encore plus utiles. Et donc, progressivement, j'ai essayé de déconstruire, non sans mal, des habitudes de pratique pour essayer de s'inspirer de ces nouvelles réflexions. Et donc, peut-être que je peux dire aujourd'hui que j'ai essayé de prendre la pleine mesure de ces pratiques hands-off et qu'aujourd'hui, quand même, je n'aspire pas à revenir en arrière parce que vraiment, j'ai trouvé du plaisir à jouer
pour nos petits patients et pour moi du plaisir vraiment à exercer. Et en s'attachant à des progrès modestes, mais constants, et en se disant que ce que l'on travaille aujourd'hui, c'est vraiment ce capital d'autonomie pour demain que l'enfant ne perdra pas. Et donc, pour mieux l'illustrer, j'ai essayé de me dire, tiens, quelle photo je peux trouver et qui permettent de mettre en lumière ce qui est pour moi aujourd'hui pratiqué un petit peu autrement. Eh bien, c'est expérimenté pour ce petit loulou-là qui a une hémiplégie infantile, une hémiplégie gauche, par exemple. C'est jouer sur les hauteurs, c'est enrichir l'environnement, c'est travailler sur l'orientation des ceintures. Tout ça par le placement attentif du jeu, le choix du jeu, pour essayer, par exemple, là je vois sur la photo centrale, accompagner en chevalier servant la mise en charge progressive sur ce membre inférieur déficitaire. Et donc, je me suis dit, mais en fait, ce qui est rigolo dans ces photos, c'est que si j'ai pu les prendre, c'est que je ne touche plus les enfants. Et je ne dis pas que c'est toujours ça au quotidien, mais de plus en plus, voilà, j'essaye de mettre à distance et de bien choisir l'emplacement du jeu, le choix des hauteurs, le choix des modules, pour essayer de créer l'intention dans la tâche et surtout le plaisir d'aller chercher là, cette caisse de noix et de basculer ça dans le seau d'à côté qui fait bien sûr plein de bruit. Une autre petite lougoute là alors il y a la petite Rouquine, qui a une hémiplégie infantile, une paralysie cérébrale unilatérale droite, puis on retrouve le petit blondinet qui lui a une paralysie cérébrale unilatérale gauche. Et donc là je me dis voilà des situations où on investit le soutien différemment. Avec le ballon, là, comme dans Habitil, où on expérimente le contrôle du tronc, la mise en charge, l'ouverture de la main, la tâche orientée, l'orientation des ceintures, la situation à droite où il expérimente cette mise en soutien, ce soutien sur le membre supérieur pour aller toujours chercher, encore une fois, ce qui l'intéresse et ce qui fait sens pour lui. Et donc, ce dont je me rends compte, c'est que ça permet de travailler différemment tous les prérequis qui sont nécessaires au développement d'une motricité riche, variée, complexe. Là, un autre exemple de travail des coordinations bimanuelles, où finalement le jeu devient postural. Il mobilise à la fois les mains, le tronc, les membres inférieurs, dans un contexte qui soit autant que possible engageant, progressif, là pour la photo du milieu, en augmentant progressivement la hauteur du step, en augmentant progressivement la hauteur des modules pour la photo en haut à gauche, pour être toujours dans, certes, la progressivité, mais la ludicité. Et donc, le plaisir du jeu, il est du côté de l'enfant. Moi, je réponds à des objectifs fonctionnels de mon côté thérapeute, et du coup, le jeu devient un moyen à l'enfant de rester engagé dans ce qu'on lui propose. J'ai une pensée pour un collègue, pas très loin de Vannes, avec qui j'avais rencontré, avec qui j'avais bossé, et qui m'avait dit moi, mon objectif, les enfants, je sais qu'ils vont être au sein du cabinet pendant plusieurs années, et avant d'imaginer les faire progresser, je veux déjà ne pas les dégoûter de la rééducation. Et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête en me disant effectivement, derrière le plaisir, il y a aussi forcément la motivation et du coup l'engagement au long cours. Alors, pour quasiment clôturer, mettre en perspective tout ça avec quelques réflexions que je voulais vous partager. On s'est dit, certes, notre rôle est modeste, on a la chance d'offrir du temps à nos patients pour découvrir leur potentialité, leur particularité posturale, mais ce qui est dur, c'est comment on peut pérenniser finalement ces acquis en dehors des temps rééducatifs. Parce qu'on est dans un modèle de soins, une rééducation francophone, qui aujourd'hui fait la promotion des programmes classiques, 30, 45 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Et donc, quand on décrit les principes cités précédemment, d'apprentissage moteur, les principes au cœur des thérapies intensives, on se dit que cette nouvelle dynamique de l'apprentissage, elle n'est pas évidente à mettre en œuvre. Est-ce qu'on a le temps suffisant ? Est-ce qu'on a le contexte, les moyens adaptés pour faire valoir ça? Et donc, avec cette question, peut-être de se dire comment cette intensivité, elle peut être pensée au quotidien. Et j'avais envie de vous partager 3 choses. Déjà, de dire que l'appareillage, c'est peut-être une première belle clé d'entrée. On l'imagine toujours confortable, l'appareillage, on l'imagine comme préservant le capital orthopédique. Peut-être qu'il faut aussi se dire qu'il doit chercher à mettre en valeur
la compétence posturale au service des interactions de l'enfant. Et que finalement, ce que l'on éprouve, ce que l'on expérimente dans l'action, peut-être que l'appareillage peut finalement se faire ce relais de nos actions. Je pense aussi au modèle écologique. Quand je dis écologique, c'est le côté très environnemental dans lequel l'enfant interagit et évolue. Se dire que notre éducation, elle se poursuit au-delà de l'espace-temps de l'acte rééducatif et que le jeu ciblé, ajusté, mis en valeur, compris de la famille, des parents, des accompagnants du quotidien, eh ben, ça permet d'engager véritablement le relais. Et je pense que plus jamais, j'ai plaisir à me rendre parfois au domicile, sur la crèche, sur le temps de la crèche, sur le temps de l'école, parce que c'est vraiment très probablement la répétition des situations vécues qui permet de rentrer dans cette dynamique d'apprentissage. Et donc, se dire que ça passe aussi par l'aménagement des lieux de vie. Et quand je dis aménagement, c'est que c'est bien beau d'avoir des chouettes modules colorés et hyper intéressants dans nos cabinets. Et bien aujourd'hui, un des premiers cadeaux que je recommande d'offrir aux familles qu'on accompagne, c'est ce petit ballon jaune qui devient la station assise pour le repas, qui devient la station assise de la lecture, qui devient la station assise du jeu avec le grand frère. Parce que ce que l'on fait en séance, on peut imaginer et ce relais dans les lieux de vie de l'enfant et se dire que dans ces cas-là, c'est peut-être plus 30 minutes par jour, mais c'est peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Je pense à une petite fille dont on a remplacé la chaise à l'école par un ballon parce que ça lui permettait d'être engagée justement au quotidien dans sa posture. Et donc, on a défini avec la maîtresse les temps où elle a besoin d'être focus sur sa tenue de crayon. Et donc, dans ce cas-là, elle revient sur une chaise, mais les temps où elle est sur d'autres formes d'apprentissage et où elle peut se permettre du coup d'être positionnée sur son ballon. Alors, ça, c'était une petite slide que j'ai rajoutée sur l'apprentissage, sur l'appareillage, pardon, parce que c'est ce que je viens de vous partager. L'appareillage, moi, je l'ai souvent vu avant tout pour prévenir la déformation orthopédique, pour assurer le confort. Fort de ces nouveaux éclairages, on se dit que l'appareillage, il doit peut-être et avant tout favoriser la fonction, la détente, le repos, mais aussi le mouvement dans certaines situations, optimiser la fonction, les interactions, l'alimentation, et que finalement, on n'a peut-être pas à penser un appareillage, mais des appareillages qui soient avant tout et certainement confortables, mais dont l'objectif de prévenir les déformations orthopédiques n'est peut-être que secondaire. Alors, j'ai essayé de vous trouver quelques images. Ça, c'est une situation accompagnée plutôt d'il y a un petit moment maintenant. C'est Auguste, d'ailleurs, qu'on voyait tout à l'heure dans la vidéo. Et Auguste, on s'était dit, il fallait lui trouver un aménagement pour qu'il puisse participer sur le temps de l'école. Il n'arrivait plus à tenir sur une chaise. Ses contractions basales faisaient qu'il était douloureux, qu'il s'effondrait. La maîtresse me disait, mais je n'arrive plus à le faire participer dans la vie de classe. Auguste, il adorait le cheval. Et on est allé voir le centre équestre du coin pour leur emprunter une selle. On avait fait des essais. On s'était mis dans des situations assez engageantes pour tout le monde. Et du coup, se dire que on s'était rendu compte que la position sur le cheval, elle était autrement plus facile à tenir pour cet enfant qui avait les pieds au sol, qui pouvait gérer la position de son bassin. Et donc, que derrière l'intensivité de la rééducation, le relais, c'était bien l'appareillage postural et qu'on retrouvait cet enfant tout à droit dans une situation de vie, dans une situation de classe où sa participation était vraiment optimisée. C'est ce jeune loulou au sein du cabinet qui n'a pas de station assise, qui, en situation assis sur un tapis, a des ischios qui tirent trop et donc se trouve systématiquement en situation d'effondrement, donc ne connaît au quotidien que le plat d'eau. Et dans des aménagements parfois un peu ambitieux, en essayant de concentrer tout ce que le cabinet peut compter en matériel, on arrive à une situation où on se dit, tiens, là, il est engagé, il participe. Et ça, sur un temps donné, là, on pouvait passer une demi-heure dans une situation active. Du coup, l'appareillage est venu coller à la situation d'activité. Et donc, l'appareillage nous permet de penser l'intensivité qui dépasse
le cadre rééducatif. Alors, j'en arrive à mes 2 diapos de fin pour se dire que finalement, tout ça, ça nous invite peut-être à quoi? À développer des liens étroits, des partenariats innovants avec l'hôpital, dans ce lien ville-hôpital, entre le libéral et l'institution, pour mutualiser des moyens, pour développer des compétences partagées et pour porter conjointement ces nouvelles thérapies innovantes. Je pense là à 2 initiatives récentes, un CESAD à Paris qui met en place sur les temps de vacances des stages qu'il qualifie à 2 mains, inspirés de Habitil, qui ont été conçus par des kinés qui ont effectué des stages Habitil et qui ont ramené ça à Brest chez eux avec 1 semaine de stimulation, d'activités bimanuelles présentées de façon ludique, avec toutes les caractéristiques que je vous partageais avant. C'est aussi, alors je ne pense pas qu'elle soit là ce soir, mais un petit clin d'œil à Audrey Fontaine du GI pédiatrique, qui a un cabinet sur Paris qui s'appelle, on ne va pas dire de bêtises, à petit pas de géant, ou bon, bref, et qui propose aussi pour ses petits patients des stages de rééducation intensive. On pourra reparler de financement et autres, mais bref, c'est pour dire que les institutions s'emparent de ces sujets, trouvent des partenariats avec les libéraux, voire les libéraux proposent ça particulièrement pour leurs patients. Je vous parlerai d'une petite expérience qu'on a au sein du cabinet et dans un lien avec la CPAM qui m'a plutôt étonné au sens positif du terme. Pour pas trop durer, je vous laisserai cette vidéo, elle est disponible si vous tapez Habitil sur Google. C'est une vidéo très récente. BFM TV s'est emparé du sujet et nous présentait une initiative à Lyon inspirée de la thérapie intensive, toute récente, voilà, pour voir comment on met ça au quotidien en avant. Et puis pour clôturer, vous recommandez, pour aller plus loin, 2 super podcasts. J'aime beaucoup Mélanie d'Handicapten, qui est concernée par le handicap et qui a voulu le faire vivre autrement pour les familles, pour les professionnels, et qui propose des super podcasts quand vous avez quelques minutes à occuper en voiture, par exemple, qui parlent de thérapie intensive et qui allait aussi interviewer Yannick Bleyen-Heuft avec je trouve ce teasing génial. Raconte-moi les neurosciences. Finalement, qu'est-ce qui a motivé tout ce que j'ai pu, moi, modestement, vous partager aujourd'hui, en tout cas en relais. Bon, voilà, vous dire qu'aujourd'hui, il y a plein de documentation sur le sujet et c'est assez passionnant à écouter ou en tout cas à entendre raconter. Ça fait 4 fois que je dis que je termine, donc là, il faut vraiment que je termine. Vous clôturez par ce livre blanc que je vous invite plus que jamais à consulter. Il fait suite enfin, en tout cas, il a largement permis aux recommandations d'exister. Et ce livre blanc, il permet d'aller vers un manifeste que vous pouvez signer en tant que rééducateur, en tant qu'institution, pour finalement vous engager à rentrer dans une autre forme de pratique. Et la Fondation Paralysie Cérébrale, elle, s'est engagée à porter 4 mesures. À la fois, mettre en place des pôles de compétences sur tout le territoire français pour mettre en avant cette prise en charge de la paralysie cérébrale. Elle sait aussi, ce livre blanc, en tout cas ces acteurs ont mis au cœur cette volonté de défendre les recommandations de la HAS dont on a pu parler, à la fois pour les diffuser, pour les faire financer par l'assurance maladie, pour qu'elles soient au cœur de la formation des étudiants de formation initiale et pour labelliser des acteurs qui se saisissent de ces recommandations. Développer l'accès à l'emploi en binôme, qui était un sujet fort, en tout cas par les personnes concernées par une paralysie cérébrale, et puis l'intégrer dans les cursus de formation aussi continue des professionnels. Et bien, voilà, à pas de géant. Merci Agnès pour le cabinet d'Audrey sur Paris. Pareil, je tiens à dispo une partie de la littérature qui a permis d'essayer d'illustrer au mieux ce sujet-là. J'espère que ça n'a pas été trop vite. Je suis à disposition pour répondre à toutes vos questions s'il y en a. Et je vous remercie beaucoup pour ce petit temps
que vous m'accordez et pour voilà, ce relais d'information que je suis très heureux de vous partager.